voudraient eux aussi rejoindre le giron national. Alors, pour comprendre la complexité, il faudrait aussi que j'évoque l'énorme responsabilité des puissances régionales. Pourquoi la Syrie? La Syrie a une particularité, elle est alaouite pour le gouvernement, c'est-à-dire, ça me fait toujours rire quand j'entends dire que les alaouites sont chiites. Vous dites ça à un chiite pur jus? Non, monsieur, c'est une secte un peu particulière. Oh, ils sont très sympas parce qu'ils sont peut-être dans la modernité, malgré la dictature, le parti basse, avec l'Irak aussi. Pourquoi la Syrie? La Syrie, à la tête de l'État, on a quelqu'un qui est bien entouré, Bachar el-Assad, et qui va venir le coup. Le printemps arabe, c'est le seul printemps où les gens sont descendus à Damas, à Alep et autres lieux en chantant. Les Syriens sont sortis dans la rue, ils manifestaient en chantant. Ils n'avaient pas l'intention de renverser par les armes cette dictature dont le papa s'était déjà illustré par les milliers de morts qu'il avait écrasés. C'était des sunnites qui s'étaient révélés à Hama. La date, je ne l'ai plus tout à fait en tête. La communauté internationale n'en avait strictement rien dit. Donc on a l'impression que la Syrie pourrait, avec un médecin qui a épousé quelqu'un de tout à fait ouvert à l'Occident, je dirais, on pourrait peut-être s'entendre pour trouver moyen terme à ce régime, qui était quand même un régime policier. Alors la réflexion de Bachar el-Assad, c'est de se dire, je vais pouvoir me maintenir en montrant que je suis le rempart contre le terrorisme. Et il fait ce qu'on appelle le choix de la politique du pire. Il avait dans ses geôles quelqu'un que va lire à la lettre al-Baghdadi, mais également tous les gens qui l'entourent, dans l'état-major, un certain al-Souri. Et en 2005, il a publié en anglais un truc qui s'appelle... Ah, j'ai un trou. Sur la révolution islamique mondiale. Attendez, je vais le retrouver. Voilà. Appel à la résistance islamique mondiale, 1600 pages. Je l'ai lu, c'est absolument effroyable, ça se rapproche beaucoup de Mein Kampf. Toute la partie antisémite, c'est quasiment recopié mot pour mot de Mein Kampf. Qu'est-ce que dit cet al-Souri? Cet al-Souri, c'est un Gugus qui a fait la guerre contre les soviétiques, qui est allé aussi en Afghanistan se battre donc contre les soviétiques, qui est revenu par le financement saoudien. Il le libère au mois de mars 2011. Si bien que se créent alors quelques groupes qui sont parfois affiliés à Al-Qaïda, dans l'idée que ces actes terroristes, seule l'armée syrienne serait capable de les réprimer. Ce qui ne calme pas absolument, je dirais, d'autres intérêts. D'autres intérêts parce qu'il y a toujours dans cette région une très forte odeur de pétrole. Et c'est là qu'on va retrouver ce que j'évoquais, Perse contre Arabe. Voilà qu'en 2011, à la faveur du printemps arabe, avec la bénédiction, première émission des Russes, les Iraniens ont l'idée de construire un pipe qui passerait donc des champs pétroliers en Iran via Kirkouk en Irak pour aboutir à l'attaquer. Un pipe qui irait donc chercher le pétrole dans la partie nord de l'Irak, mais également en Iran, pour éviter de faire tout le détour par le détroit donc d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, puis le canal de Suez, ça serait beaucoup plus facile de le faire. Mais le pipe, il est chiite, il est perse. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? L'Arabie Saoudite et le Qatar vont alors créer, avec la bénédiction de Bachar el-Assad, un groupe affilié à Al-Qaïda, Al-Nosra, dont la mission est de contrecarrer ces projets en montrant qu'il y a en Syrie un terrorisme. Le projet sera abandonné. En même temps, Bachar el-Assad va alors profiter de la non-réaction aux premières exactions monstrueuses pour aller plus loin. Je vous donne cette base qui est ici, c'est celle que les 59 missiles Tomahawk lancés dans la nuit du 6 au 7 avril ont détruite pour le site de stockage de gaz sarin. Il va donc laisser faire et réprimer. Ça commence au mois de mars. Vous avez ici les premières interventions, les premières formations de groupes armés qu'on va appeler l'armée syrienne libre,
c'est le début de la guerre véritablement en Syrie. Voilà un dessin de Hick qui vous rappelle qu'il est ophtalmo, hein. C'est le comble pour donc un médecin. Là-dessus se greffe l'apparition enfin de Daesh. D'où vient cet État islamique proclamé dans la mosquée autour de laquelle, à l'heure où je vous parle, se déroulent des combats âpres pour les derniers foyers de résistance de Daesh dans la ville de Mossoul. Voilà l'autoproclamé calife qui s'appelle donc al-Baghdadi. Alors pour comprendre le phénomène, je remonte un peu dans le temps. D'où vient la gêne de Colin Powell au Conseil de sécurité? C'est que la CIA a prévenu, il faut, à la limite même, s'appuyer sur Saddam Hussein pour frapper ce qui est en train de se créer au nord de l'Irak, près de la frontière avec l'Iran qui laisse faire, un groupe terroriste surarmé, très bien entraîné, qui dépend d'Al-Qaïda. Il est commandé, ce camp et ce groupe, par un certain Al-Zarqawi, qui a été, en Afghanistan, compagnon de Ben Laden. C'est là qu'il faut frapper. Vous savez que l'histoire en a décidé autrement. On a plutôt accusé Saddam Hussein de créer Al-Qaïda alors que lui l'a combattu. Je referme la parenthèse. Le Zarqawi en question a donc pu continuer ses activités. Et puis lorsque l'armée irakienne, les forces de police irakiennes ont été dissoutes, ce groupe affilié à Al-Qaïda a fait florès par une succession d'attentats. Et chose nouvelle, c'est déjà l'apparition de Daesh contre des chiites, mosquées chiites, tout ce que vous pouvez imaginer, bataille de Fallujah, je ne vais pas rentrer dans les détails. Petit à petit, Zarqawi est finalement liquidé par, je crois, un hélicoptère américain en 2006, et à partir de là, se constitue autour de cette cellule un État islamique d'Irak, dont, graduellement, ce personnage qui est un Irakien né à Fallujah en 1971, qui est diplômé des plus hauts grades en études islamiques salafistes, prend petit à petit la tête. En 2013, c'est l'apparition de l'État islamique d'Irak et du Levant, et enfin, le 29 juin 2014, avec une offensive fulgurante, c'est la prise de Mossoul, proclamation de l'État islamique. Il trouve dans les caisses des banques de Mossoul 820 millions de dollars, des matériels américains tout neufs, qui n'ont jamais servi. C'est l'apparition pour la première fois d'un État islamique sur le plan territorial. Alors le voilà, il contrôle à peu près 170 000 km², et au début, il y a une sympathie. L'ensemble de l'opinion arabe est derrière. Les banquiers saoudiens, même si l'État se méfie un peu, tout le monde y trouve son compte au début. Regardez bien, on a un pétrole que Daesh vend à 12 $, qui fait transiter par des passages à la frontière avec les Turcs. Les Turcs achètent du coton que fabrique Daesh. Les habitants de toutes ces villes sunnites, à l'origine, en Irak et en Syrie, ont bien accueilli Daesh. C'était le champion du sunnisme. On les a vus après faire un geste qui a quand même surpris. Casser tout ce qui était pré-islamique, et en pillant les musées, et les tombes et les sites archéologiques, notamment Ninive près de Mossoul. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui commence à ne plus être véritablement dans cette espèce d'espérance. Il y avait peut-être une espérance, j'ose le dire, de l'ensemble de ces sunnites qui se sentaient menacés par les chiites, qui étaient au gouvernement avec une dictature et leur milice iranienne à Bagdad. Il y a eu vraiment un espoir. L'ennui, c'est ce fameux crétinisme. Au lieu de jouer la carte politique, ces fous de Dieu, parce qu'ils sont alimentés par d'autres fous venus de différentes régions du monde, sont allés dans l'exact sens contraire de ce que la politique aurait dû leur dicter, la terreur absolue, y compris contre des chiites, contre des sunnites. C'est le drame, je dirais, si je peux employer ce mot, de Daesh. Là, on les voit encore au sommet de leur puissance, 170 000 km², ils contrôlent l'Euphrate qui est ici, ils contrôlent le Tigre, ils contrôlent les deux grands barrages, l'un qui est au nord de Mossoul, l'autre qui est un petit peu au nord-ouest de Raqqa. Manifestement,
peut-être aurait-il eu une chance d'apparaître en tant qu'État s'il n'était pas allé cette espèce de folie furieuse. Cette folie furieuse, on n'en a pas encore toute la clé. Les combattants de Daesh est environ 50 000 hommes à peu près en 2015, mais qui se livrent à toutes sortes d'exactions, y compris réduire en esclavage la population yézidi du Djebel Chindar par exemple, le massacre des chrétiens, crucifixion, enfin je passe sur toutes sortes de folies furieuses. L'État totalitaire se met en place. Toutes les populations vont alors notamment regretter amèrement à Mossoul l'apparition de cet État islamique, et qui petit à petit perd ses alliés en commettant une succession de gaffes. D'abord, la première certitude qu'on a affaire à une volonté d'extermination génocidaire, c'est ce qui est réservé aux yézidis, qui vont réagir grâce à l'appui des Kurdes, qui sont leurs cousins germains. Vous avez ici le premier recul de Daesh. Au mois d'octobre-novembre 2015, Daesh perd le Djebel Chindar. Également, les Kurdes ont réagi assez rapidement. Vous voyez, dès le mois d'août 2014, ils vont réussir à reprendre le grand barrage sur l'Euphrate et petit à petit repousser Daesh avec des troupes qui sont équipées rapidement, entraînées par les Américains et les puissances occidentales, dont la France, qui vont protéger les atterrages de la ville de Bagdad. On peut dire que Daesh commence alors en 2015 à être sur la défensive. Autre élément essentiel pour comprendre pourquoi Daesh est en recul. Quand je parle de crétinisme, jusqu'en 2015, la Turquie d'Erdogan joue le double jeu. Vous imaginez les droits de douane? Lorsqu'un semi-remorque chargé de pétrole à 12 $ le baril franchissait la frontière turque, Daesh emportait 6 000 $ par camion. Et les Turcs autant. Les soldats de Daesh venaient se faire soigner en Turquie. Mais l'autre particularité de Daesh, c'est qui explique que vous ne pouvez pas maîtriser la question. Si, en Syrie, Irak, on a affaire à un mécanisme pyramidal extraordinairement contrôlé, comme toutes les dictatures, un système qui évoque un peu Al-Qaïda, pyramidal, hors du territoire, vous faites appel aux bonnes volontés. N'importe quel gugus peut se déclarer pour vous. Ce sont les métastases, y compris en Turquie, qui était la base arrière de Daesh. Hélas, sans recevoir d'ordre de la part des instances qui habitent à Raqqa, une succession d'attentats sont commis en Turquie. Istanbul, Ankara, lieu mythique pour les Turcs, la ville créée par Atatürk le Gazi, qui est Gaziantep. Nous sommes au mois de juin donc 2016, et là c'est trop. Erdogan décide alors de frapper. Et enfin, Daesh est étouffé. Les frontières sont fermées, c'est l'opération bouclier de l'Euphrate, pour éviter aussi que les Kurdes ne constituent un État sur la frontière sud. Les Turcs vont entrer avec leurs chars, bombardement, ils vont laisser quelques centaines de morts d'ailleurs, ils n'iront pas très loin pour sécuriser cette frontière. Il y a là, je dirais, la mort annoncée de Daesh, qui n'a pas de port, pas d'aéroport, et ensuite, ils sont très mauvais en géopolitique. Une guérilla ne peut exister que s'il y a une montagne. Le problème de la région, c'est le désert du Djéziré, en dehors du mont Liban, du Djebel Druze et du Djebel Shinjar et quelques collines autour de Palmyre, c'est plat comme la table. Donc n'importe quel avion, drone, satellite vous repère. La seule solution, c'est de s'enterrer. Et si vous vous enterrez, vous ne bougez plus. C'est-à-dire que Daesh a commis l'erreur qu'aucune guérilla qui a réussi, je pense à tous les sites, que ce soit les FARC en Colombie, que ce soit le Viet Minh, par exemple, au Vietnam, quand nous y étions, il n'y a pas d'égalisateur de puissance par la montagne. Vous êtes en fait très très vulnérable. Je passe sur un vrai scandale parce que c'est en dehors de mon propos, c'est la bataille d'Alep. La communauté internationale s'est couverte de honte pour une ville d'1 million d'habitants. C'est une sorte de gigantesque Stalingrad. Entre la fin 2015 et la fin 2016, la bataille s'arrête alors que
s'il y avait quelques combattants d'Al-Nosra, il ne faut pas oublier que l'armée syrienne libre avait réussi l'exploit de chasser de Mossoul et de sa région l'État islamique. Je referme la parenthèse parce que ça sort un peu de notre sujet. Daesh est petit à petit lourdement frappé. Je crois qu'on va arriver à des... Peut-être on n'a pas de chiffres, on peut avoir une estimation, mais je me demande si Daesh n'a pas eu des pertes énormes lorsque se met en place une coalition lente, molle, 62 nations, les Français engagent 36 rafales, d'autres puissances, y compris l'Australie, le Qatar par exemple, envoient aussi des avions, quelquefois des hommes au sol, du côté irakien. Daesh est aussi victime des fameux Predators, les rapières également, qui éliminent un certain nombre de chefs. On a dit aussi que Baghdadi avait été blessé, je ne sais pas, point d'interrogation. Le recul en même temps s'accentue. Vous avez ici le début de la bataille de Mossoul au mois de octobre 2016, et puis à partir du 17 janvier, vous voyez qu'on pénètre de Mossoul Est, tous les ponts sur le Tigre ont été coupés, on commence à pénétrer vers l'aéroport, les milices iraniennes chiites font la boucle pendant que les Kurdes assurent l'étouffement complet de Daesh dans Mossoul. Il y a aussi l'autre bataille avec le Grand Lac sur l'Euphrate pour la bataille de Raqqa qui a commencé avec des Kurdes. C'est intéressant de savoir que c'est une femme qui commande les troupes au sol. C'est une femme kurde. Je passe sur ce que la presse peut nous dire, le recul progressif. Voilà la bataille de Mossoul. Vous avez la date, mars 2007, avec les dernières poches de résistance sont réduites. Il doit peut-être rester 3000 combattants de Daesh à Mossoul. Raqqa, c'est leur fief. Ils vont tenir peut-être un peu plus longtemps. Je ne sais pas quand ça va se terminer. Je n'ai jamais dit, à l'inverse de ce qui était écrit dans Var Matin, que tout sera soldé à la fin 2017. Il y aura encore pas mal de poches de résistance. Et je soupçonne, si on laisse en place Bachar el-Assad, comme je l'ai vu pour l'Algérie, il va laisser quelques poches dans la région notamment de Palmyre, que finalement, avec l'aide des Russes, les Syriens ont repris, pour justement dire, voyez, si je ne suis pas là, Daesh reviendra. Mais je pense que pour l'État islamique, les carottes sont plus que cuites. Est-ce à dire que c'est terminé? Non, il y a des métastases. L'une, on était proche de constituer autour de Sirte, à partir de 2015, un autre État islamique, et là ils avaient un aéroport, les gens de Daesh, venus de différents horizons, un port et un aéroport. Il a fallu attendre donc 2016 pour que la communauté internationale arme les deux rivaux. Vous savez qu'en fait il y a 3 Libyes, vous avez le Faisan ici, et puis vous avez Tripoli et Benghazi, donc la vieille séparation entre Tripolitaine et la Cyrénaïque, pour que, en même temps, les Américains interviennent avec leurs porte-avions pour frapper et disperser Daesh. Il y a encore quelques semaines, l'aviation américaine a frappé du côté tunisien des camps d'entraînement. Il y a encore des centaines de combattants de Daesh surarmés qui circulent dans cet immense territoire où les frontières ne sont indiquées que sur la carte. Les métastases, c'est ce que je vous expliquais. Tout groupe, que ce soit vous-même tout seul ou quelques individus ou des groupes qui existaient déjà, comme Boko Haram, Daesh, c'est quelque chose de devenu international. Pensez à Boko Haram, pensez par exemple à Al-Morabitoum, qui est je dirais un terrorisme particulièrement efficace avec le plus célèbre borgne de la région, Mokhtar Ben Mokhtar, qui est allé frapper jusque sur les côtes du golfe de Guinée, y compris en Côte d'Ivoire. Vous avez aussi un autre élément qui est l'AQMI, mais ici, en Tunisie, par une entente qui s'est enfin soldée par des opérations communes entre la Tunisie et l'Algérie, on peut dire qu'il ne reste plus, grosso modo, j'étais en Algérie encore hier matin, que 150, grosso modo, terroristes qui sont concentrés dans cette région. Les Tunisiens frappent aussi les groupes qui se sont constitués dans la montagne. Quoi qu'il y a exactement 6 jours, j'ai eu chaud aux fesses. Je rentrais de l'Aurès avec mes amis algériens. On était à 35 km au sud de Constantine. Et puis, comme partout en Algérie, il y a des barrages de police, filtrants, rarement bloquants maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que je vais tous les ans en Algérie. Et là, je constate qu'il y avait beaucoup de monde dans cette petite ville.
jour de marché. On passe 1 heure après, se réclamant de ce groupe que vous avez là, hein, c'était le califat, un jeune homme s'est fait exploser. Heureusement que les policiers ont réagi avant. Il aurait fait un carnage dans le marché, il y avait un monde fou. Donc les policiers ont réagi. Il y a donc encore un groupe terroriste. Je vous parle également du Sinaï. Il n'y a pas que les Coptes au Caire ou à Alexandrie qui sont victimes. Daesh tient véritablement une portion du Sinaï pour cette partie où elle est, cette organisation très active. Alors je n'ai pas le temps de détailler, peut-être vous en parlerez un jour. J'avoue que lorsque RFI, France 24 m'interroge sur l'Afghanistan, tous les journalistes ont bien du mal à comprendre. L'Afghanistan, c'est 2 fois la complexité de ce que je viens de vous expliquer pour le Moyen-Orient. C'est un ménage à 4, à l'heure où je vous parle. À Kaboul, nous avons le gouvernement Ghani, soutenu par l'OTAN. Obama avait dit, fin 2014, il n'y aura plus un GI en Afghanistan. Il y en a 14 000 maintenant, avec des pauvres Allemands qui se demandent qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette galère, d'autres troupes de l'OTAN, je mis là-dedans aussi les forces spéciales. Le pays est tenu à peu près au tiers par le gouvernement de Kaboul. Puis, deuxième élément, donc l'OTAN, deuxième élément, vous avez les talibans. Alors les talibans essayent de percer maximum vers le nord, l'attaque sur Mazar el-Sharif, vers Kunduz, pour laisser ouvertes les routes de la drogue, l'héroïne, principale source de revenus pour eux. Les talibans qui sont aussi aux prises avec un nouvel arrivant fin 2014, d'abord dans cette partie qu'on appelle le Helmand, ce sont des recrues pakistanaises, caucasiennes, notamment des Tchétchènes, quelques Saoudiens, qui ont créé Daesh. Daesh qui est très mobile, à l'inverse de l'Iran et de l'Irak, qui s'est d'abord établi ici, dans cette province du Nangarhar, autour de la petite ville d'Achim. Je ne résiste pas à vous raconter ça parce que c'est incompréhensible pour un esprit cartésien. Daesh a commis, comme à Raqqa, de tels crimes. Par exemple, vous savez que les Afghans, à la naissance, ils ont une Kalachnikov dans le berceau. Vous ne pouvez pas imaginer un baptême, un mariage, n'importe quelle fête, sans tirer des coups de feu en l'air. Et lorsque Daesh prend Hakim, ils interdisent toute manifestation en base d'armes à feu. Vous racontez ça à un Afghan, vous n'êtes pas crédible. Ils se sont dit plaisante. Non, ils n'ont pas plaisanté. Ça s'est passé au début octobre 2015. Il y avait une fête, mariage et baptême. Enfin, circoncision. Grande fête. 2 chefs de tribu avaient réuni les cousins, les arrière-cousins. On avait arrivé des 4x4 avec des mitrailleuses Bitube 12-7 qui ont entouré cette noce. Le chef de Daesh a tué d'un coup de sabre le jeune enfant et décapité le marié, la mariée, le père, le beau-père, à coups de sabre. Et quand vous dites ça à un taliban afghan, trop c'est trop. Alors on a vu une véritable insurrection et ça a donné la bataille d'Achim jusqu'au mois de février 2016. Écoutez bien ce que je vous dis. Vu qu'Achim est proche d'une route stratégique qui passe de Kaboul par la passe de Khyber, qui aboutit ici à Peshawar et ensuite à Islamabad, donc c'est très grave si les gens de Daesh tiennent cette province donc du Nangarhar. On a vu cette chose incroyable, d'octobre 2015 à février 2016, les talibans se battent aux côtés de l'armée nationale afghane avec le soutien des hélicoptères américains. Si. J'ai pas bu, je suis à jeun, j'ai bu d'un café. Ce qui n'empêche pas que Daesh frappe dans la ville de Kaboul, guerre religieuse, les chiites, que Daesh a chassé les talibans de la Mecque, je dirais, du Vatican, si je prends cette image, le saint des saints du terrorisme international, le massif de Tora Bora. Ben Laden en avait fait son PC, maintenant c'est Daesh. Ce qui vous explique la fameuse bombe. C'était quand, le 11 avril, j'ai plus la date exacte, non, le 17 avril, 11 tonnes, que Trump envoie à côté d'Achim, dans une zone où il y avait peu d'habitants, pour expliquer à Daesh qu'ils ont maintenant le moyen de pulvériser toutes les grottes dans lesquelles ils se trouvent. La difficulté, c'est Tora Bora. Tora Bora, c'est une zone très peuplée. Et si vous balancez cette espèce de bidule de 11 tonnes, qui a un effet de souffle sur minimum 10 km, même en montagne, vous allez créer un véritable carnage. Voilà où on en est en Afghanistan. Je vous fais grâce des attentats
commis par un Daesh qui est un Daesh 100% pakistanais contre les soufis et les chiites. On termine par le triste bilan. La Syrie, c'est déjà 500 000 morts, 1 million de morts en Irak, 5 millions de réfugiés. Je tire mon chapeau à 2 pays arabes dont on ne parle pas, que je connais, que j'estime, que j'aime. Un Jordanien sur 2 est un réfugié, palestinien et maintenant syrien. Un Libanais sur 3 est syrien. Quant aux plus riches, ceux qui nous donnent des leçons, à qui on vend des frégates qu'on n'a pas l'argent pour pouvoir peut-être armer, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils n'en ont pas accueilli un seul. Et pourtant, il y a de la place chez nous. Je termine par l'archétype schéma IHEDN. Comment arriver? Parce qu'attention, là on est au niveau du terrorisme, on est au niveau des armes classiques, mais Daesh, dans les ateliers découverts à Mossoul, fabriquait des armes chimiques. On est aussi dans le NBC, nucléaire bactériologique chimique. Je vous renvoie à un chef-d'œuvre de Dominique Lapierre et Larry Collins de 1975, le 5e cavalier, qui prend comme scénario catastrophe un groupe terroriste, quel qu'il soit, venu du Moyen-Orient, comme par hasard, qui planque une bombe sous Manhattan et qui fait chanter le monde. Ils n'en sont peut-être pas encore là, en tout cas, ils étaient déjà sur le point de mettre en place, avec des mortiers assez primitifs, des armes chimiques. Arriver à, je dirais, à combattre tout ça, parce que tout est lié, il n'y a pas seulement que les talibans, hein. Je dirais qu'il faudrait faire appel à la défense, peut-être, faire appel également à la diplomatie. Et je vais terminer là-dessus. Les 59 Tomahawk tombant sur une base syrienne, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'América, il se bat, et pourtant je déteste les folies de Trump. Ça veut dire que Poutine, qui parlait depuis à peu près 1 an et demi, mes collègues à Moscou osaient reprendre, je dirais, ils n'ont peut-être pas tort, après la guerre froide, le post-Ouest, la décadence totale de l'Ouest et petit à petit la disparition de la puissance américaine. Non, en frappant, qu'est-ce qu'a voulu prouver Trump? Que ses avions frappent Daesh, mais que maintenant il est aussi capable de frapper la Syrie. Ça veut dire que le processus diplomatique engagé sans les Américains à Astana, au Kazakhstan, puis directement à Genève, la 5e conférence qui va donner lieu à une 6e. Pour la première fois, lors de la 5e conférence, on a vu dans la même salle des gens de Bachar al-Assad et des gens de l'opposition syrienne. Ça veut dire que maintenant, si l'Amérique est capable de faire ce type d'intervention avec l'aval des Russes, vous ne me ferez jamais croire qu'ils ont frappé. Pour une simple question, il y a parmi vous des aviateurs. Le monstre de 11 tonnes qui pourrait être largué, les Tomahawk et compagnie, mais si vous voulez larguer un monstre de 11 tonnes en Syrie, vous le larguez seulement d'un vieux clou, un C-130 Hercule. C'est la cible idéale. N'importe quel vieil avion de chasse, on le fout en l'air. Qui me fait dire que le raid qui a été commis sur la base syrienne est fait. Ce raid a été fait avec l'aval des Russes. Et curieusement, quand on regarde le détail des conversations, les toutes dernières nouées à Genève, et je fais appel à un homme qui est en train de s'user la santé, qui est l'italo-suédois Stéphane Mistrata, qui est l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, eh bien, ça paraît surprenant, en dépit des ronds de jambes, hein. Il y a une volonté de Poutine de dire, maintenant, j'ai aussi l'appui américain pour imposer une solution négociée en Syrie. Les Russes soutiennent encore Bachar el-Assad, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais peut-être qu'il y a peut-être là, par la diplomatie, un espoir. Voilà, pour peut-être terminer par un trait d'humour, hein, d'un autre caricaturiste égyptien, commis après les divers attentats, notamment en France, après le 15 novembre 2015, qu'il faudrait... Je parle aussi devant des lycées très délicats, notamment le lycée de Béziers. Vous voyez à peu près comment ça peut se passer. Une partie de ces jeunes qui sont en admiration devant les combattants de Daesh. Ce dessin les fait peut-être réfléchir. Voilà, je m'arrête pour laisser peut-être un temps aux questions.